Quelle est la blessure la plus profonde qu'un père ou une mère puisse porter? Ce n'est pas la pauvreté, qui peut être combattue à force d'efforts. Ce n'est pas la solitude naturelle de la vieillesse, qui peut être atténuée par les amis, les voisins ou l'introspection. La blessure la plus douloureuse naît lorsque les propres enfants, ceux qui ont reçu les soins, la nourriture, l'éducation et souvent le sacrifice d'une vie entière, deviennent une source de douleur. C'est l'ingratitude qui non seulement blesse la peau mais pénètre l'âme. C'est le moment où la vie semble inverser sa logique. Au lieu du soutien, vient le mépris. Au lieu de la reconnaissance, l'humiliation. Au lieu des soins, la maltraitance. Carl Jung disait que rien ne touche autant l'inconscient que les relations familiales. Car c'est en elles que reposent les archétypes les plus anciens, ceux qui accompagnent l'humanité depuis les temps les plus reculés. Le père, la mère, l'enfant, l'héritier. Ces rôles ne sont pas seulement sociaux, ce sont des symboles, des forces vives qui structurent la psyché. Quand un enfant maltraite ses parents, il ne s'agit pas seulement d'un acte individuel ou d'un tempérament difficile. Il s'agit d'une rupture symbolique, d'une faille dans la chaîne ancestrale qui devrait soutenir la vie. C'est comme si un pont construit au fil des générations se rompait soudainement, laissant le vieillard face à un gouffre. Mais Jung nous invite à regarder au-delà de la surface. Il nous rappelle que les dynamiques familiales ne peuvent être réduites à des gestes ou à des mots isolés. Derrière chaque conflit se cachent des forces inconscientes et complexes qui se sont formées tout au long de l'enfance, des projections qui traversent les générations. Lorsqu'un enfant crie sur son père âgé, il n'exprime souvent pas seulement sa colère actuelle. Il peut projeter des frustrations qu'il ne comprend pas, mettre en scène des douleurs héritées, répéter des schémas qui traversent la famille depuis des décennies. Ce qui semble être de la pure cruauté est, dans de nombreux cas, l'ombre à l'œuvre, cette partie de la psyché que nous rejetons en nous-mêmes et qui finit par être déversée sur les autres. Cela ne signifie pas pour autant que l'on doive justifier la maltraitance. La douleur est réelle et le manque de respect doit être dénoncé, mais cela signifie qu'il existe une explication plus profonde qui ne fait pas porter tout le poids sur les épaules des parents. Jung affirmait que lorsque nous ne reconnaissons pas notre ombre, elle se manifeste comme une fatalité. De nombreux enfants, incapables de gérer leurs propres peurs et échecs, rejettent sur leurs parents le fardeau qu'ils ne peuvent supporter. C'est injuste, c'est douloureux, mais c'est aussi révélateur. Cela montre comment la vieillesse devient le théâtre de vérités qui sont restées cachées pendant des années. Cette vidéo est une invitation. Une invitation à regarder en face cette dure réalité. Tous les enfants ne seront pas reconnaissants, et certains deviendront des sources de souffrance. Mais cette reconnaissance ne doit pas générer de désespoir. Au contraire, elle ouvre la voie à la conscience. Car lorsque nous comprenons que nous sommes confrontés à des forces inconscientes, nous cessons de nous culpabiliser excessivement et nous commençons à nous renforcer. La douleur persiste, mais elle n'est plus absurde. Elle peut être comprise, intégrée et même transformée en sagesse. Ainsi, tout au long de cette réflexion, nous allons parcourir ensemble la psychologie profonde de Jung. Nous allons comprendre pourquoi les enfants maltraitent, d'où vient cette inversion des soins, et surtout à comment un père ou une mère peut se protéger intérieurement. Non pas pour effacer l'ingratitude, mais pour ne pas la laisser détruire ce qui reste de paix. Car si la douleur est inévitable, la dignité peut être préservée. Carl Jung affirmait que chaque être humain porte en lui une ombre, un ensemble de sentiments, de désirs et d'impulsions que nous préférons réprimer, car ils ne correspondent pas à l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. Cette ombre ne disparaît pas. Au contraire, elle s'accumule silencieusement et, tôt ou tard, cherche un moyen de se manifester. Et elle le fait presque toujours par le biais de la projection. Ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, nous le voyons et le critiquons avec intensité chez les autres. Au sein de la famille, ce mécanisme devient encore plus évident. Le père et la mère représentent, pour l'inconscient de l'enfant, des figures chargées de symbolisme. Ils ne sont pas seulement des personnes concrètes, mais des images archétypales. L'autorité, la protection, la limite, la source de la vie. C'est précisément pour cette raison qu'ils finissent par être les cibles privilégiées des projections. L'enfant qui ne supporte pas de reconnaître sa propre colère peut la décharger sur ses parents. Celui qui se sent échec, impuissant ou rejeté peut transformer son père ou sa mère en réceptacle de toute cette frustration. Dans ce processus, ils cessent d'être considérés comme des êtres humains, avec leurs qualités et leurs défauts, et sont traités comme des symboles déformés de ce que l'enfant rejette en lui-même.
C'est à ce stade que surgissent de nombreux mauvais traitements. La grossièreté, le mépris, le silence cruel ou même l'agression verbale ne sont pas seulement des expressions de manque de respect. Ce sont les signes d'un inconscient en conflit. Jung disait « Tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes finit par être vécu comme une fatalité. L'enfant qui ne regarde pas son ombre finit par transformer ses parents en scène pour ses propres combats intérieurs. Ainsi, lorsqu'il élève la voix contre sa mère ou humilie son père, il se bat en réalité contre lui-même, sans s'en rendre compte. Pour les parents, surtout lorsqu'ils sont âgés, cette expérience est dévastatrice. Il est naturel de penser « Où ai-je échoué? Qu'ai-je fait de mal pour mériter cela ?» Cette culpabilité ronge, car le souvenir du sacrifice, les années de soins, de renoncement et de dévouement ne trouvent pas d'écho dans le présent. Cependant, la perspective jungienne aide à alléger une partie de ce poids. La personne âgée doit comprendre que toutes les attaques qu'elle subit ne sont pas le reflet fidèle de sa propre histoire. Souvent, il s'agit de l'ombre du fils en action, une ombre qui lui appartient et non au père ou à la mère. Comprendre cela ne signifie pas accepter les mauvais traitements. La douleur est réelle et ne doit pas être minimisée. Mais cela change la façon de la gérer. Au lieu de sombrer dans l'autocritique ou d'essayer désespérément de plaire pour gagner le respect, le père ou la mère peut reconnaître « Ce qui m'est reproché ne concerne pas seulement moi. C'est quelque chose que mon enfant n'a pas encore réussi à intégrer en lui-même. » Cette reconnaissance, même silencieuse, redonne une partie du pouvoir intérieur. Il est important de souligner que l'ombre n'est pas seulement un dépôt d'impulsions négatives. Elle contient également des potentiels oubliés, des talents non développés, des forces endormies. Mais tant qu'elle reste inconsciente, elle se manifeste de manière destructive. Ainsi, un enfant qui maltraite peut être prisonnier de son propre combat inconscient, incapable de transformer l'ombre en apprentissage. Pour le parent âgé, la tâche n'est pas de sauver l'enfant de son ombre, cela lui appartient, mais d'éviter d'être détruit par elle. En reconnaissant la dynamique de l'ombre, le père ou la mère commence à séparer sa propre identité des projections de l'enfant. Cela permet de cultiver une attitude différente, fermeté sans désespoir, limite sans rancœur, dignité sans supplication. Jung nous rappelle que l'individuation, le chemin vers la plénitude, exige que chacun se réconcilie avec sa propre ombre. Si l'enfant n'a pas suivi ce chemin, le père n'a pas à assumer ce fardeau à sa place. La dure réalité est la suivante. Souvent, les mauvais traitements reçus ne sont pas personnels, mais psychiques. C'est l'incapacité de l'enfant à gérer ce qu'il rejette en lui-même. Reconnaître cela est un acte de protection pour l'âme des parents. Au lieu d'être écrasés par le poids de l'ingratitude, ils peuvent s'appuyer sur la certitude qu'ils ne portent qu'une partie de la responsabilité. L'autre partie appartient au parcours inconscient de l'enfant, et personne ne peut le vivre à sa place. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Depuis les débuts de l'humanité, la vie repose sur un cycle simple et sacré. Les parents s'occupent de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Puis, dans un mouvement naturel, les enfants prennent soin de leurs parents lorsqu'ils vieillissent. Ce cycle n'est pas seulement biologique ou social, il est archétypal, une image profonde qui se répète dans toutes les cultures. Jung disait que les archétypes ont leur propre énergie, façonnant les comportements et les attentes humaines. L'archétype du soin est l'un de ces fondements invisibles. Il organise les générations et assure la continuité de la vie. Mais lorsque cet archétype est rompu, la distorsion est brutale. Au lieu de la gratitude, c'est le ressentiment qui apparaît. Au lieu de compassion, c'est le mépris qui apparaît. Ce qui devrait être l'épanouissement de la maturité de l'enfant se transforme en caricature. Un adulte qui, au lieu de protéger, humilie, au lieu de soutenir, ridiculise, au lieu de soulager, exploite. Cette inversion est douloureuse car elle va à l'encontre de l'ordre naturel et symbolique de l'existence. C'est comme si la rivière décidait de couler à contre-courant de sa propre source. Cette distorsion ne se produit pas du jour au lendemain. Elle commence souvent par de petits gestes. L'enfant qui ignore les besoins de ses parents, qui répond avec impatience, qui fait des blagues aux dépens des fragilités de la vieillesse. Peu à peu, le manque d'attention prend des formes plus évidentes. Exigences financières abusives, chantage émotionnel, accusations injustes. L'énergie qui devrait être protectrice se transforme en attaque. C'est l'ombre qui prend la place de la lumière. Jung rappelait que lorsqu'un archétype n'est pas vécu correctement,
il ne disparaît pas, il se corrompt. Et cette corruption peut être plus destructrice que l'absence. L'enfant qui devrait être un soutien devient une menace. Le foyer, qui devrait être un refuge, devient un espace de peur et de tension. Pour les personnes âgées, cette inversion est particulièrement cruelle, car la vieillesse s'accompagne naturellement de fragilité physique et émotionnelle. Être maltraité pendant cette période, c'est non seulement ressentir de la douleur, mais aussi un sentiment d'abandon cosmique, comme si le sens même de la vie avait été trahi. Il est toutefois important de reconnaître que ce renversement n'est pas inévitable. De nombreux enfants accomplissent le cycle des soins avec amour et dignité. Mais lorsqu'il se produit, il est essentiel que les parents ne l'acceptent pas comme une normalité. La naturalisation de la maltraitance est l'une des formes les plus silencieuses de violence. En se disant « c'est comme ça », la personne âgée renonce à sa dignité et renforce la distorsion. Jung nous invite à voir l'archétype dans son intégralité. Les soins sont un mouvement aller-retour, et lorsqu'ils ne reviennent pas, quelque chose ne va vraiment pas. Pour le public mature, il est essentiel de comprendre que demander des soins n'est pas de l'égoïsme, mais fait partie de l'ordre naturel de la vie. Celui qui a pris soin a le droit d'être pris en charge. Celui qui a soutenu a le droit de trouver du soutien. Et lorsque cela ne se produit pas, ce n'est pas la vie qui a échoué, mais la conscience de l'enfant qui s'est perdu en chemin. Cette perception n'élimine pas la douleur, mais protège l'âme de la corrosion causée par la culpabilité et la résignation. L'inversion de l'archétype du soin enseigne également quelque chose d'important, que la vieillesse exige de la fermeté. Si la personne âgée ne fixe pas de limites, la distorsion tend à s'étendre. Dire « je n'accepte pas d'être traité ainsi » est une façon de rétablir en partie l'équilibre perdu. La dignité, dans ce contexte, devient la dernière défense contre la cruauté. La dure réalité, c'est que tous les enfants ne comprendront pas ou ne vivront pas l'archétype du soin. Certains se perdront dans le ressentiment, d'autres se laisseront emporter par l'égoïsme, d'autres encore utiliseront leurs parents comme exutoire à leur frustration. Mais ce n'est pas une loi universelle, c'est une distorsion qui doit être reconnue et nommée. Et lorsqu'elle est nommée, la personne âgée n'est plus seule, elle se place aux côtés de la conscience, qui est la force que Jung croyait capable de transformer même les énergies les plus sombres. En fin de compte, reconnaître l'inversion des soins, ce n'est pas perdre foi en la vie, mais comprendre que la maturité exige de la lucidité. Le père ou la mère qui voit clairement cette distorsion préserve son essence, même face à l'ingratitude. Car la vieillesse peut être marquée par l'abandon, mais elle ne doit pas nécessairement être marquée par la capitulation. Carl Jung affirmait que l'être humain ne naît pas seulement avec un esprit individuel, mais aussi avec un héritage psychique qui remonte à bien avant. Cet héritage, qu'il appelait l'inconscient collectif, contient des symboles, des archétypes et des souvenirs qui dépassent la vie d'une seule personne. Dans cette perspective, chaque individu porte non seulement sa propre histoire, mais aussi des fragments de l'histoire de ses ancêtres. C'est comme si, au fond de l'âme, les voix des générations passées résonnaient, influençant les émotions, les peurs et les attitudes. Dans le milieu familial, cet héritage se manifeste de manière intense. Sans s'en rendre compte, de nombreux enfants projettent sur leurs parents des frustrations qui ne sont pas nées dans le présent, mais qui sont l'héritage invisible de conflits anciens. La colère d'un enfant envers son père peut être le vestige de la colère que son grand-père n'a jamais réussi à surmonter. Le mépris envers la mère peut être l'écho de mépris anciens, transmis silencieusement à travers les générations. Ces courants émotionnels, lorsqu'ils ne sont pas reconnus, deviennent des fantômes qui hantent la famille, changeant seulement de visage, mais répétant la même énergie. La vieillesse, en ce sens, fonctionne comme un miroir. C'est à ce moment-là que les règlements de compte intergénérationnels deviennent plus visibles. Lorsqu'un enfant maltraite ses parents, ce n'est pas toujours la relation directe entre eux qui est en jeu. Souvent, c'est la matérialisation d'un drame ancestral, un cycle d'abandon, de rejet ou de violence qui n'a pas été résolu dans le passé et qui revient maintenant se manifester. La personne âgée, lorsqu'elle est attaquée, peut recevoir non seulement la douleur d'un enfant, mais aussi le poids de toute une lignée. Ce phénomène n'est pas seulement psychologique, mais aussi symbolique. Dans de nombreuses cultures, les personnes âgées sont considérées comme les gardiens de la mémoire. Elles deviennent, même sans le vouloir, les dépositaires des forces héritées. Ainsi, lorsque les enfants déversent leurs ressentiments sur elles, ils tentent en quelque sorte de se libérer de chaînes dont ils ignorent l'existence.
Le problème est que ce règlement de compte inconscient s'exprime presque toujours de manière destructive, car il n'y a pas de conscience de ce qui se passe. Pour les parents âgés, comprendre cette dynamique peut apporter un soulagement. Combien se demandent en silence « Pourquoi mon enfant me traite-t-il ainsi alors que j'ai consacré ma vie à lui ?» La réponse, selon Jung, est dure, mais libératrice. Souvent, ce qui vous est déversé dessus ne vous appartient pas. Ce sont des douleurs héritées, des culpabilités et des ressentiments qui sont nés avant votre propre histoire et qui se projettent maintenant sur vous parce que vous occupez la place symbolique de père ou de mère. Reconnaître cela n'élimine pas la douleur, mais empêche qu'elle soit intériorisée comme une culpabilité. Jung rappelait que ce qui n'est pas ramené à la conscience revient sous forme de destin. Si une famille ne reconnaît pas les schémas hérités, ceux-ci se répètent de génération en génération. La bonne nouvelle, c'est que la conscience peut briser le cycle. La personne âgée qui se rend compte qu'elle porte des fantômes peut se libérer du piège qui consiste à croire que tout est une faute personnelle. En nommant cet héritage invisible, il se place dans une position de plus grande clarté et dignité. Bien sûr, cette compréhension ne transforme pas à elle seule le comportement des enfants, mais elle transforme l'attitude intérieure des parents. Au lieu de se blâmer ou de quémander la reconnaissance, ils peuvent adopter une vision plus large. Mon enfant ne se dispute pas seulement avec moi, mais avec quelque chose qui vient de bien avant. Cette vision ne diminue pas la gravité des mauvais traitements, mais élargit la compréhension. Et lorsque l'esprit s'élargit, la douleur perd une partie de sa force écrasante. La vérité est que chaque famille porte ses secrets, ses blessures, ses histoires mal résolues. La vieillesse, dans de nombreux cas, est le moment où ces blessures remontent à la surface de manière plus évidente. Le défi, alors, n'est pas de nier la réalité, mais de la regarder en face avec conscience, car celui qui comprend qu'il porte des fardeaux ancestraux fait déjà un pas de plus. Au lieu de simplement souffrir, il commence à témoigner. Et en témoignant, il transforme la douleur en connaissance. En fin de compte, la personne âgée qui subit des mauvais traitements doit comprendre « ce n'est pas toujours vous qui êtes attaqué ». Souvent, ce sont les fantômes de la famille qui ont trouvé en vous leur dernier miroir. Et reconnaître cela est la première étape pour ne pas se laisser emprisonner par un poids qui ne vous appartient pas. Carl Jung a décrit l'individuation comme le chemin essentiel de la vie adulte, le processus d'intégration des différentes parties de la psyché pour devenir entier, authentique et capable de vivre en accord avec son propre centre intérieur. Ce processus est cependant long, exigeant et douloureux. Beaucoup, au lieu de suivre cette trajectoire profonde, confondent l'individuation avec une rébellion superficielle. Au lieu d'un mouvement de connaissance de soi, ils optent pour une réaction automatique. Nier leurs origines, attaquer les symboles d'autorité, détruire l'image de leurs parents. Cette confusion est courante, car l'adolescence et le début de l'âge adulte sont des phases naturellement marquées par une impulsion de séparation. L'enfant a besoin de se différencier de son père et de sa mère, de cesser d'être leur ombre pour trouver sa propre voie. Ce mouvement est en soi sain et nécessaire. Mais lorsqu'il reste prisonnier de l'immaturité, il peut se prolonger en ressentiment et en hostilité, même des décennies plus tard. Au lieu de devenir un adulte intègre, l'enfant continue à réagir, comme si la seule façon d'affirmer sa propre identité était d'humilier ou de rejeter ses parents. C'est là que naît l'une des sources les plus douloureuses de maltraitance. Une fierté immature conduit l'enfant à croire qu'en rabaissant son père ou sa mère, il s'élève lui-même. Il pense qu'en ridiculisant la vieillesse, il gagne en force. Qu'en ignorant les conseils, il conquiert son autonomie. Qu'en humiliant, il affirme sa liberté. Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Chaque geste de mépris ne le rapproche pas de lui-même, mais l'éloigne de son âme. Jung disait que tout ce que nous rejetons dans nos origines se retourne contre nous. L'enfant qui traite ses parents avec cruauté sème les graines du vide, car la véritable individuation ne naît jamais du déni, mais de l'intégration. Pour le père ou la mère qui vieillit, cette perception peut être libératrice. Face à la maltraitance, il est courant de se poser la question douloureuse. Ai-je échoué ? La vision jungienne montre que, souvent, il ne s'agit pas d'un échec personnel, mais d'un processus inconscient que l'enfant n'a pas encore mûri. Le problème ne réside pas seulement dans le passé de la relation, mais dans l'incapacité actuelle de l'enfant à traverser son propre parcours d'individuation. Il reste prisonnier du stade de la rébellion, confondant fierté et liberté. Il est important de se rappeler que la fierté, dans ce contexte,
fonctionne comme un mécanisme de défense. En maltraitant, l'enfant cache sa propre fragilité. La grossièreté est un masque qui cache la peur de dépendre encore émotionnellement. Le mépris est un déguisement pour masquer l'insécurité de ne pas avoir trouvé son véritable centre. La violence verbale ou psychologique est le symptôme d'une âme qui, au lieu de s'épanouir, reste enchaînée à la nécessité de s'opposer. Et toute opposition aveugle, même si elle semble être une force, est un signe d'immaturité. La personne âgée qui reconnaît cela peut adopter une attitude différente. Au lieu de se blâmer, il peut se rendre compte « L'attaque que je reçois ne concerne pas qui je suis aujourd'hui, mais la difficulté de mon enfant à devenir ce qu'il devrait être. » Cette clarté n'élimine pas la douleur, mais enlève une partie du poison, car la cruauté cesse d'être interprétée comme un jugement définitif sur la vie des parents et est désormais considérée comme le reflet d'un processus inachevé de l'enfant. Dans la pratique, cela signifie qu'il n'appartient pas au père ou à la mère de se soumettre à la maltraitance dans l'espoir que leur enfant se calme. Il ne leur appartient pas non plus de riposter en descendant au même niveau d'orgueil et de colère. La voie la plus sage est de conserver sa dignité, répondre avec fermeté, mais sans perdre son équilibre. Jung disait que la véritable autorité ne vient pas de l'imposition, mais de l'intégrité. En préservant cette intégrité même au milieu du mépris, le parent enseigne silencieusement à son enfant ce qu'il n'a pas encore réussi à apprendre. La dure réalité est que de nombreux enfants confondent maturité et arrogance. Ils croient que la liberté exige de détruire ses racines. Mais couper ses propres racines ne renforce pas, cela affaiblit. Le père ou la mère qui comprend cette illusion de fierté immature ne se laisse pas emprisonner par la culpabilité. Il voit au-delà du geste cruel et reconnaît ce qui est inachevé dans l'âme de son enfant. Et ainsi, même blessé, il trouve la force de ne pas se perdre. Carl Jung avait l'habitude de dire que « ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous acceptez se transforme ». Cette phrase paradoxale à première vue recèle une clé essentielle pour ceux qui traversent la vieillesse en étant victimes de mauvais traitements ou d'ingratitude. Car face à la cruauté d'un enfant, la réaction immédiate de nombreux parents est de supplier pour obtenir du respect, de la reconnaissance, un geste d'attention. Mais dans la pratique, cette voie fonctionne rarement. Plus on supplie, plus l'enfant se sent en droit d'ignorer ou d'humilier. Il ne reste alors que quelque chose de plus profond et de plus silencieux, la dignité. La dignité est comme un rocher solide au milieu d'une rivière tumultueuse. Les eaux le frappent, tentent de l'éroder, mais le rocher reste. Non pas parce qu'il est plus fort que la rivière, mais parce qu'il a trouvé sa place, son poids, sa façon de résister sans se dissoudre. Pour le père ou la mère maltraités, la dignité est ce rocher. C'est la dernière barrière contre la cruauté et en même temps la première défense de l'âme elle-même. Car si la vieillesse est marquée par des pertes inévitables, de force physique, d'agilité, de place centrale dans la vie sociale, il y a quelque chose qui ne peut être pris sans consentement, l'attitude intérieure. Conserver sa dignité ne signifie pas se taire face à la violence. Au contraire, cela signifie établir des limites claires, dire fermement ce qui n'est pas acceptable, mais cela signifie aussi ne pas se dégrader avec son enfant. Lorsque la personne âgée répond au mépris par le désespoir, elle perd sa propre position d'autorité symbolique. Lorsqu'elle s'abaisse au niveau de l'offense, elle s'assimile à ce qu'elle devrait transcender. La dignité, c'est choisir de ne pas s'abaisser, même lorsqu'on est blessé. C'est refuser de mendier ce qui devrait être donné par amour. Jung nous rappelle que la psyché humaine est structurée par des symboles. La figure du père ou de la mère dans la vieillesse porte un poids archétypal qui ne se perd pas avec l'âge. Même si l'enfant se moque ou ignore, dans son inconscient, il continue à reconnaître cette présence. C'est pourquoi la dignité est si puissante. Elle maintient le symbole en vie, même lorsque la relation consciente est corrompue. Le père qui se préserve dans un silence ferme, la mère qui se relève sans rancœur, tous deux transmettent un message qui va au-delà des mots « Je ne serai pas détruit par ton ombre ». Cette attitude n'est pas facile. Elle exige de la maîtrise de soi, de la discipline émotionnelle et souvent de la solitude. Mais c'est une forme de protection psychique, car lorsque la personne âgée accepte l'humiliation comme une normalité, elle tombe malade à l'intérieur. La dignité, au contraire, fonctionne comme une armure invisible. Elle n'empêche pas l'attaque, mais elle empêche l'attaque de pénétrer trop profondément. C'est la différence entre être touché
et être transpercé. Il est important de préciser que la dignité n'est ni une fierté vide ni une froideur. Il ne s'agit pas d'ériger des murs d'indifférence, mais de cultiver la fermeté de l'âme. Il est possible de dire « Je n'accepte pas ce traitement », sans crier, sans s'humilier, sans perdre son sang-froid. Il est possible de conserver le respect de soi-même lorsque le respect des autres a disparu. Et cela, pour Jung, est essentiel. Car l'individuation, le processus qui consiste à devenir entier, n'est possible que lorsque la personne reste fidèle à son essence la plus profonde, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour le public âgé, le message est clair. Vous ne pouvez pas changer le cœur de votre enfant par la force. Vous ne pouvez pas l'obliger à être reconnaissant, compatissant ou juste. Mais vous pouvez décider de ne pas vous abaisser à son niveau. Vous pouvez choisir de rester droit, calme et lucide, même au milieu de la tempête. Et ce geste, même s'il ne change pas immédiatement le comportement de votre enfant, change la façon dont vous traversez la douleur. La dure réalité est que la dignité est souvent le seul héritage qui reste à la personne âgée face à l'ingratitude. Mais c'est aussi le plus précieux, car celui qui préserve sa dignité se préserve lui-même. Et, en fin de compte, c'est là une victoire silencieuse que même le mépris d'un enfant ne peut lui ravir. Le pardon est l'un des mots les plus mal compris lorsqu'il s'agit de relations familiales. Beaucoup pensent que pardonner signifie oublier, effacer ce qui s'est passé ou même accepter passivement les mauvais traitements subis. Mais dans la vision profonde de la psychologie, et en particulier dans les écrits de Carl Jung, le pardon n'est ni soumission ni naïveté. Il s'agit avant tout d'un acte de libération intérieure. Lorsqu'un père ou une mère est maltraité par un enfant, ce n'est pas seulement la douleur momentanée du geste cruel qui s'installe. Il reste également une chaîne invisible, le ressentiment. Chaque souvenir de l'offense ravive la blessure, chaque mot dur résonne pendant des années, chaque humiliation reste vivante, comme si elle venait de se produire. Ce lien psychique retient la personne âgée dans le passé et consume son énergie vitale. C'est comme porter un poids qui s'alourdit chaque jour, jusqu'à ce que le corps et l'âme se courbent sous son poids. Jung disait que ce qui n'est pas intégré revient comme une fatalité. Ce que nous ne parvenons pas à accepter et à élaborer en nous revient sans cesse sous différentes formes, jusqu'à ce que nous soyons obligés de le regarder en face. En ce sens, le pardon est un chemin vers l'intégration. Il ne s'agit pas d'absoudre l'enfant de sa responsabilité, mais d'accepter que l'erreur a été commise, que la blessure existe et qu'il faut donner un autre destin à cette douleur. Au lieu de la laisser se répéter sous forme de ressentiment et d'amertume, le vieillard peut la transformer en compréhension et en sérénité. Pardonner n'est donc pas un cadeau pour l'enfant qui a mal agi. C'est un cadeau pour soi-même. C'est un acte de soin envers sa propre âme. Le père ou la mère qui pardonne ne dit pas « ce que tu as fait était juste », mais « je ne laisserai pas ce que tu as fait continuer à me détruire de l'intérieur ». C'est la décision de lâcher la chaîne qui nous lie à la souffrance. Ce processus n'est pas facile. Il exige le courage de regarder la douleur sans la nier, de reconnaître la blessure sans en devenir prisonnier. Le véritable pardon ne se produit pas comme par magie, mais comme le fruit d'un travail intérieur. Vient d'abord la reconnaissance. J'ai été blessé, j'ai été méprisé, j'attendais de l'amour et j'ai reçu du mépris. Puis l'acceptation. Mon fils a échoué et peut-être qu'il ne changera jamais. Mais cela ne doit pas définir le reste de ma vie. Enfin, l'acte de lâcher prise. Je choisis de ne pas porter cette colère en moi jusqu'à la fin. Pour Jung, ce mouvement fait partie de l'individuation, le processus qui consiste à devenir entier, car la personne qui pardonne intègre en elle-même l'expérience de la blessure, la transformant en sagesse. Elle ne nie pas l'ombre, mais l'accepte comme faisant partie du chemin. Et ce faisant, non seulement elle se libère du poids du ressentiment, mais elle ouvre également la voie à de nouvelles expériences, plus légères, qui peuvent s'épanouir. Il est important de le souligner. Pardonner ne signifie pas recommencer à côtoyer ceux qui font du mal. Cela ne signifie pas accepter les abus ou renoncer à ses limites. Souvent, le pardon exige justement le contraire, s'éloigner physiquement pour préserver son intégrité tout en lâchant intérieurement les liens de la haine. Le pardon n'est pas une réconciliation obligatoire, c'est une libération de l'âme. Pour ceux qui vieillissent, ce geste est encore plus essentiel. Le temps ne peut plus être gaspillé dans des rancunes interminables. La vie qui reste doit être vécue dans la paix et non dans la répétition de vieilles blessures. La personne âgée qui pardonne n'est pas celle qui oublie, mais celle qui décide. La douleur ne sera pas mon héritage.
Mon héritage sera la sérénité. La dure réalité est que certains enfants ne s'excuseront jamais, ne reconnaîtront jamais ce qu'ils ont fait, ne changeront jamais leur attitude. Attendre cette reconnaissance, c'est se condamner à l'emprisonnement de la déception. Le pardon, dans ce contexte, c'est reprendre les clés de cette prison et ouvrir la porte de l'intérieur. Non pas pour que l'enfant entre, mais pour que le père ou la mère sorte. Ainsi, le pardon n'est pas la fin de la douleur, mais la fin de l'esclavage du ressentiment. C'est le choix de marcher plus léger, même si le fardeau a été trop lourd. C'est la sagesse de lâcher prise sur ce que l'on ne peut contrôler, en préservant ce qui sera toujours possible, la liberté intérieure. Le plus grand défi de la vieillesse n'est pas seulement de faire face aux limitations physiques ou à l'éloignement social. Le véritable défi est de transformer les pertes en sagesse. Chaque rugue, chaque absence, chaque frustration apporte avec elle une question. Que faire de cela maintenant? Pour beaucoup, la douleur se transforme en amertume, en plaintes interminables ou en silence pesant. Mais Carl Jung nous invite à envisager une autre voie. La seconde moitié de la vie n'est pas faite pour accumuler, mais pour donner du sens. Ce qui n'était pas compris auparavant peut devenir clair maintenant. Lorsqu'un père ou une mère subit des mauvais traitements de la part d'un enfant, la première réaction est presque toujours dévastatrice. Se sentir rejeté, trahi, dévalorisé. Après tout, l'amour offert semblait mériter de la gratitude et non du mépris. Mais dans la vision jungienne, même cette douleur peut être intégrée. Elle peut devenir non seulement une blessure, mais aussi un matériau de construction pour une conscience plus large. C'est à ce stade que la vieillesse se révèle comme une opportunité. Transformer la souffrance en un apprentissage profond, non pas pour les autres, mais pour soi-même. Jung parlait de l'individuation finale, le processus qui consiste à devenir entier jusqu'au dernier souffle. Et ce chemin ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Il dépend uniquement du courage de regarder son âme et d'accepter ce qu'elle a vécu. En ce sens, la douleur d'être maltraité par un enfant peut être considérée comme un appel à cette individuation. La vie demande à la personne âgée de trouver en elle-même une source de sens qui ne dépende plus des applaudissements, des compliments ou du respect des autres. Cela ne signifie pas minimiser la souffrance. L'ingratitude fait mal et cette douleur est réelle. Mais cela signifie qu'il y a un choix. Le choix de laisser la blessure se transformer en ressentiment ou en sagesse. La première voie ronge, empoisonne, diminue. La seconde renforce, élargit et libère. La sagesse n'efface pas la douleur, mais lui donne une place dans un cadre plus large, où même l'ingratitude des enfants peut être comprise comme faisant partie du parcours humain. Dans ce processus, la personne âgée peut devenir l'archétype du sage. Cet archétype n'est pas défini par la quantité de connaissances ou d'expériences accumulées, mais par la capacité à regarder la vie avec sérénité et profondeur. Le sage ne dépend pas de la reconnaissance de ses enfants, car il sait que la valeur de sa vie ne réside pas dans les applaudissements, mais dans l'authenticité avec laquelle il a cheminé. Sa force réside dans sa présence, son calme, sa patience. Il est le rocher qui ne bouge pas face aux tempêtes, le phare qui illumine en silence. Transformer la douleur en sagesse exige un travail intérieur. Réfléchir à ce qui a été vécu, trouver un sens même à ce qui semble absurde, et accepter que la vie est plus grande que les blessures personnelles. Quand un père ou une mère, au lieu de se perdre dans le ressentiment, choisit la voie de la conscience, il laisse un héritage bien plus profond que n'importe quel bien matériel. Il laisse un exemple. Et cet exemple, même s'il n'est pas immédiatement reconnu par les enfants, reste dans leur inconscient comme une marque indélébile. Jung rappelait que la véritable autorité spirituelle ne s'impose pas, elle rayonne. Le vieillard qui devient sage n'a pas besoin d'exiger le respect. Son attitude le transmet déjà. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Son calme parle plus fort. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa présence suffit. En choisissant cette position, il se libère du joug de l'ingratitude et trouve une dignité que rien ni personne ne peut lui voler. La dure réalité est que de nombreux enfants ne reconnaîtront jamais, de leur vivant, la valeur de leurs parents. Mais la vérité libératrice est que cette reconnaissance n'est pas nécessaire pour que leur vie ait un sens. La personne âgée qui transforme sa douleur en sagesse cesse d'être l'otage du regard des autres et devient maître d'elle-même. Et c'est peut-être là la victoire la plus silencieuse et la plus puissante de la vieillesse. Devenir entier, même sans applaudissements, même sans gratitude, même sans retour.
Au final, la douleur peut être le dernier maître, et si la personne âgée choisit d'apprendre d'elle, elle découvrira qu'en réalité, elle n'a jamais été seule, car dans chaque perte se trouvait une graine de sagesse qui n'attendait qu'à être cultivée. Nous arrivons à la fin de cette réflexion avec une constatation qui n'est pas facile à entendre, mais qui doit être dite. La dure réalité est que tous les enfants ne seront pas reconnaissants, et tous ne respecteront pas leurs parents. Il y a des enfants qui se perdent dans leur propre ombre, qui confondent liberté et arrogance, qui projettent leur frustration sur ceux qui leur ont donné la vie. Il y a des enfants qui s'éloignent, qui maltraitent, qui préfèrent l'indifférence à la compassion. C'est une réalité que beaucoup de personnes âgées connaissent en silence, portant dans leur cœur une douleur qui semble sans nom. Mais cette ingratitude, aussi dévastatrice soit-elle, ne diminue en rien la valeur de la paternité ou de la maternité. Le sacrifice consenti, l'amour offert, les années de dévouement ne sont pas annulées parce qu'un enfant a cessé de les reconnaître. Ils restent gravés dans l'histoire, comme des marques inscrites dans l'existence même. La vie d'un père ou d'une mère ne peut être mesurée uniquement par le regard de ses enfants, mais par la vérité de ce qui a été donné, de ce qui a été construit, de ce qui a été offert avec sincérité. Carl Jung rappelait que la vie ne consiste pas à être aimé de tous, mais à trouver un sens en soi. Cela est encore plus vrai dans la vieillesse, car lorsque les applaudissements cessent, lorsque les enfants suivent leur chemin, lorsque la société s'éloigne, il reste la question fondamentale. Que signifie ma vie pour moi? Ceux qui parviennent à répondre à cette question avec dignité ont déjà trouvé un trésor que rien ne peut leur voler. La personne âgée qui comprend les projections, qui voit l'ombre agir sur ses enfants, qui reconnaît le poids des héritages ancestraux, se libère d'une culpabilité qui ne lui appartient pas. Ce qui semblait auparavant être un échec personnel se révèle être une partie d'une dynamique plus large, souvent inconsciente. Cette clarté est déjà une forme de guérison. Plus que cela, celui qui choisit de conserver sa dignité trouve une force intérieure inébranlable. Car implorer le respect n'apporte aucun résultat, mais se maintenir dans un silence ferme est un geste de pouvoir. Le père ou la mère qui ne se laisse pas entraîner dans la dégradation préserve quelque chose d'essentiel, son âme. Et cette âme, même blessée, peut rester invaincue. Le pardon, dans cette voie, apparaît non pas comme l'absolution de l'enfant, mais comme la libération de son propre cœur. Lâcher prise sur le ressentiment, même lentement, c'est refuser de porter des chaînes inutiles. C'est dire « Je ne laisserai pas ton ingratitude définir ce qui reste de ma vie ». Cet acte concerne moins l'autre que soi-même. C'est un cadeau que la personne âgée s'offre à elle-même, se libérant pour vivre ses dernières années avec légèreté. Enfin, transformer la douleur en sagesse est la tâche la plus noble. C'est l'appel à faire en sorte que la seconde moitié de la vie ne soit pas seulement une question de survie, mais de plénitude. Lorsque la personne âgée choisit d'être l'archétype du sage, elle ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Sa vie devient une leçon silencieuse, de patience, de force, de conscience. Même si ses enfants ne s'en rendent pas compte maintenant, cette leçon reste dans l'air, comme une graine qui pourra un jour germer. La vérité qui libère est la suivante. L'ingratitude des enfants ne doit pas nécessairement être la fin de l'histoire. L'héritage que l'on laisse n'est pas la souffrance, mais la conscience. La conscience que la vie a été vécue avec dévouement, que la dignité a été préservée, que l'âme a trouvé un sens même au milieu des blessures. Et cette conscience est le plus grand cadeau que l'on puisse laisser, plus grand que les héritages matériels, plus grand que toute reconnaissance tardive. Dans le silence de la vieillesse, peut-être sans applaudissements, peut-être sans compagnie, le père ou la mère qui atteignent cette conscience découvrent une nouvelle liberté. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus besoin de se battre pour l'amour. Ils n'ont plus besoin de s'affliger de l'ingratitude, car ils ont découvert quelque chose que même la cruauté ne peut leur voler. La paix d'avoir été fidèle à soi-même. C'est le triomphe final, non pas sur les enfants, mais sur la douleur elle-même, la victoire silencieuse d'une âme qui, même maltraitée, est restée intacte. Et c'est dans cette intégrité que se trouve la véritable liberté. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions, comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.